avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Audrey et Christophe qui ont une idée incroyable. Partir en bateau, seuls avec leurs 4 enfants. Enfin seuls, pas tout à fait, nous le verrons après. Nous allons échanger sur la genèse de cette idée et sur tous les aspects de la préparation. Comment se former? Le passage des enfants en instruction en famille? Comment organiser la vie familiale pendant le voyage? Quelles solutions concrètes sur les problématiques de navigation en haute mer? Et pourquoi pas un 5e enfant pendant le voyage? Merci à Audrey et Christophe pour ce bel échange. Je vous invite à les suivre sur leur blog sailandsurfwiththeplanet.com et aussi sur Instagram au compte du même nom. Je vais tout de suite commencer par la première question. Comment est-ce qu'on en arrive à avoir cette idée? Je vous souhaite une très bonne écoute. Moi, j'ai commencé mes études en tentant un concours de sous-officier dans la marine que j'ai eu. Et à cette époque-là, on m'a conseillé de continuer les études pour tenter le concours d'officier. Donc j'ai continué les études, j'ai fait une licence ou un master à l'époque, je ne sais plus ce qu'il fallait. J'ai retenté le concours, j'étais pris. Sauf que là, j'étais avec Audrey, et Audrey m'a dit moi, je ne veux pas d'un mari marin. Donc, Christophe, il a décidé de faire un master autre, et je ne suis pas parti en bateau. Et je pense que j'ai gardé cette idée dans ma tête pendant longtemps, et puis j'ai oublié. Et l'an passé, on commençait à... Il y a eu le confinement, le Covid qui a un petit peu aidé tout ça, puis il y a eu 4 enfants en 6 ans. 4 enfants en 6 ans? Ouais. 6 ans et demi. 2012-2018, ouais. Ah ouais, 6 ans et demi, mais sur 6, ouais. Oh la vache. Et du coup, on s'est fixé un voyage en famille parce qu'on s'était dit, il faut qu'on prenne du temps pour nous, avec les enfants. Et on attendait que le petit, donc le dernier, ait 5-6 ans pour que ça soit plus facile. Et Covid, confinement, voilà, un petit peu un ras-le-bol un peu général, mais c'est pas... voilà. Au début, on n'avait pas prévu de partir en bateau. Ouais, alors j'avais vendu un truc en camping-car, ça faisait moins peur. Dans 3 ans. Et un jour, je me suis levé un matin et je lui ai dit, écoute, pourquoi on va attendre 3 ans? Autant le faire de suite, parce que dans 3 ans, la plus grande, finalement, elle aura 3 ans de plus aussi, et peut-être que ça sera moins adapté à son rythme, enfin voilà. Et l'année du Covid, moi j'ai passé 10 semaines tout seul au Cameroun. Et donc pendant ces 10 semaines, j'ai eu pas mal de temps de réfléchir, et j'ai commencé à regarder les bateaux. Toutes les sortes de bateaux et tout ça, et puis ça a un petit peu germé dans ma tête, et je me suis dit que ok, on allait faire le tour de l'Europe en camping-car, c'était cool, et puis les enfants ils aiment bien ça et tout ça, et puis une fois qu'on aura fait ça, on fera un tour de Méditerranée ou un tour du monde, ou j'en sais rien, en bateau. Et quand on a décidé, quand un matin je lui ai dit écoute, je pense que la pause il faut la faire maintenant, parce qu'en fait on en a besoin maintenant. Avec le Covid et tout ça, c'était assez compliqué de se projeter dans le camping-car, de faire le tour de l'Europe en camping-car. On voyait pas la fin de ça, et donc j'ai bien survendu mon projet bateau. Après, il me semble que c'était moi qui finalement ai dit on va pas attendre 3 ans, parce qu'on s'était dit on le fera dans 3 ans. On s'est dit on le fera dans 3 ans, et puis au final... je sentais que Christophe, il avait très envie de le faire rapidement, et qu'il avait beaucoup de mal à vivre sa vie du moment en ayant ce projet dans 3 ans. Et je le sentais frustré. Et un jour, on était en Afrique du Sud, et je t'ai dit, je pense qu'il faut, ou même un peu avant, Ouais, je t'ai dit, et franchement, il faut peut-être pas attendre les 3 ans, parce qu'on va peut-être pas tenir le coup pendant 3 ans avec ce projet en tête. Oui, c'est possible. En fait, 3 ans, c'est comme ce que je disais, c'est parce qu'on voulait que le petit ait 5-6 ans, parce qu'il faisait pas ses nuits. Il faisait toujours pas ses nuits, il avait un sommeil hyper compliqué. Au Cameroun, on avait une maison qui était... il y avait beaucoup de bruit. Et donc, en fait, on espérait d'abord qu'il fasse ses nuits, quoi. Juste pour les personnes qui nous écoutent, vous avez donc vécu en Afrique? Oui. Ok. Au Cameroun? On a vécu 4 ans et demi au Gabon. Ok. Et 3 ans et demi au Cameroun. D'accord, ok. Pour que les gens puissent situer, donc vous êtes rentré en France métropolitaine? Et on est rentré en France l'an passé. Mai l'an dernier. Ok, mai 2021. D'accord, très bien. Et voilà, et donc du coup, ne pouvant pas se projeter dans un voyage en camping-car en Europe, je lui ai parlé du bateau. Elle était pas du tout préparée à ça.
Mais je lui ai montré de super vidéos de familles qui faisaient ça, pour lui montrer qu'il y avait des familles qui faisaient ça, que c'était pas juste une idée de Avec fou. la musique et tout, les gens qui sourient, les cocktails sur le bateau et tout. Un vrai spot de campagne, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Et on est rentré le 1er mai et le 6 mai, on était au chantier de La Rochelle pour visiter le chantier et le bateau qu'on allait choisir. Ok. Voilà. Donc ça, c'est la genèse. Et là, ok, donc là on est en mai 2021. On est en mai 2021. Donc ça allait très vite par rapport au retour en France quand même. Et bien on a décidé de rentrer En mars. Ok. début avril et on est rentré un mois après. Ah ouais. Ouais, ça a été très vite. Ouais. Après, quand on on a a dit, décidé, ouais. on a dit c'est maintenant, on s'est dit non mais c'est clair, c'est maintenant, allez go. Et puis le petit s'est mis à dormir. Donc En plus, génial. voilà. Et personne n'a mal de mer dans la famille. Alors là, on savait pas parce qu'on n'en avait jamais fait. Ah Donc, donc quand on est rentré en mai, en juin, on a loué un bateau. Oui, il y a la petite graine quand même. C'est vrai que ça s'est passé en avril-mai. Du coup, avril, on décide de rentrer du Cameroun et faire cette pause. Et donc, mai, on visite le chantier. Mais en fait, cette année-là, on est rentré pour Noël. Et là, à Noël, j'ai dit, bon, on va se lancer dans des cours de voile. Donc, personne n'en avait jamais fait. Et donc, on a un copain qui est skipper. Et on a loué un bateau 3-4 fois. Et on est sortis une fois tous les deux, une fois avec les enfants. Donc voilà, donc ça s'est passé sur une période courte, mais finalement la petite graine était plantée dès le début de l'année, quoi. Et il n'y avait pas de gros mal de mer sur ces petites sorties qu'on avait faites au mois de janvier quand il faisait 0 degré. Sans qu'il y a on était le seul bateau qui était sorti à ce moment-là. Il y a un truc quand même qui t'a marqué visiblement, André. Non, on a pris les pires conditions et on est sorti et puis on s'est dit que ça va, on était toujours vivants et qu'on n'avait pas de mal de mer. Ouais. Et donc là, on est en avril 2022, donc pratiquement un an après cette décision. Comment ça s'est passé cette année? Donc vous avez pris des cours de voile. Et Ouais. Comment ça s'organise un tel voyage alors? Alors, on a pris des cours de voile, de catamaran tout bête sur la côte basque, là où on habite. Et puis, mais vraiment, on a fait quoi? Une semaine nous et une semaine les grandes filles. On a fait le même cours mais dans des groupes différents. Et on a fait beaucoup de formations théoriques. C'est de la voile légère, quoi. Ouais. Les petits katas, voilà, c'était plus pour rigoler. Ouais. Mais avant ça, en juin l'an dernier, on a quand même loué un bateau pendant 2 semaines Ok. en Bretagne. Avec notre copain qui est skipper. Et on est parti avec lui, sa fille et les enfants, donc on était 8. Et pendant presque 2 semaines, on a fait un petit tour en Bretagne qui était très sympa. D'accord. C'est lui qui nous avait quand même conseillé de faire du catamaran avec de la petite voile pour sentir bien comment faire manœuvrer, comment ça se manœuvre, etc. Et après, on a fait beaucoup de théorie, mais alors beaucoup de théorie. Et là, je te laisse présenter les formations qu'on a faites. Alors, il y a le centre de formation des navigateurs à Nantes ça s'appelle Escale Formation Technique, dans lequel il y a une dizaine ou une quinzaine de modules. Mécanique, électricité, énergie, voile, météo, tout ce que tu as besoin pour faire du bateau. Et donc on a commencé ces formations à l'automne. En septembre d'abord on a passé le permis hauturier, donc le permis haute mer, et ensuite on a fait une dizaine de formations à Nantes, donc on a fait plusieurs allers-retours pendant toute l'année. Et donc là, on vient enregistrer sur notre dernière formation théorique, puisqu'on part à Pornic faire le stage de survie. Donc là, c'est le grand moment pour Audrey, on va se jeter dans l'eau du port avec un radeau qu'il va falloir retourner. Très bien. Ouais, je fais un déni pour l'instant. T'as l'air ravi, hein? Ouais. C'est... Il a pris des combinaisons que j'ai dû essayer avant de partir. Bon, voilà. J'essaie de pas trop y penser. Ouais, mais c'est important. Ouais, non, c'est clair. Non, mais je veux pas y penser. Oui, c'est important, mais pareil, je suis un peu naïve là-dessus. J'aime bien la naïveté. Je vais essayer de pas penser au pire. Oui, bah c'est bien de s'y préparer, oui. Oui. C'est comme quand t'apprends à conduire. Tu vois, moi, je sais pas si vous avez fait, vous, quand vous avez appris à conduire, les entraînements au dérapage avec les roues de caddie à l'arrière des voitures et tout. Moi, j'ai connu ça, si tu veux. Et en fait, si tu veux, je m'étais dit, ouais, bon, faut le faire, tu vois, ok, je le fais, c'est marrant.
Mais par contre, la première fois que j'ai dérapé sur la glace, j'étais très très content d'avoir eu cette formation. Donc je vous le souhaite pas, hein, mais j'espère que s'il y avait un accident, vous aurez les bons réflexes. Il faut être préparé au pire. Le pire ne doit pas arriver, mais il faut y être préparé, quoi. Vaut mieux, ouais. Donc voilà. Vaut mieux, mais c'est bien, c'est courageux, dis donc. Et comment ça se passe après pour le bateau? Parce que vous avez acheté un bateau, ou est-ce qu'on peut louer un bateau à l'année? Comment ça se passe? On peut louer un bateau à l'année, mais ça va coûter très cher. Parce que il n'y a pas de location vraiment, enfin longue durée de ce type-là. Là, c'est un leasing, donc c'est un peu comme les voitures. Ouais. On paye une partie du bateau et ensuite on a un loyer. Ok. Voilà. L'idée, c'est qu'après on peut revendre le bateau en leasing ou aller jusqu'au terme du leasing. L'avantage, c'est que ça coûte moins cher que d'acheter un bateau d'occasion. Ouais. Donc dans les bateaux d'occasion, donc là on a pris un trimaran. Ok. Donc il y a 3 coques. Comme ça, si on en casse une, ça flotte encore. C'était mon argument. C'est le côté rassurant. Ouais, donc c'est un île du chantier à La Rochelle. Dans les catégories de bateaux que prennent les familles, c'est souvent des catamarans. Ouais. Ou des monocoques évidemment, mais les catamarans, donc ça coûte assez cher et le marché de l'occasion reste, c'est vraiment onéreux, quoi. En fait, moi, pour être honnête avec toi, pour moi, bateau égale très cher. Dans tous les cas. Mais en fait, un catamaran de 40 pieds, qui est une taille un peu standard, ouais, pour pouvoir vivre comme ça dessus, si tu prends un monocoque de la même taille, ça sera quand même vraiment pas le même prix. C'est-à-dire, t'as une fourchette simple au double, quoi. Ah ouais, quand même. Et globalement, en termes de chiffres, on se parle de combien? On regarde, par exemple, moi je regardais des 13-15 mètres, donc je vais parler en mètres maintenant, sur un budget de 100 000 euros. Ouais. En te disant que quand tu vas prendre le bateau, il va falloir rajouter des choses, voilà. Un travaux. catamaran, les budgets c'était plutôt 250 000 euros, quoi. Ah ouais. Ok. Donc tu l'achètes, ou alors tu fais un prêt, comme une maison, ou alors tu as 250 000 euros. Voilà. Oui, bien sûr. Ouais. Du coup, là, le leasing, ça nous permettait d'allier un peu les deux, c'est-à-dire d'avoir un bateau quand même confort, parce que tu gîtes pas, donc tu te mets pas sur le côté, tu sais, le bateau penche pas. Ouais. Et ça, en famille, c'est quand même pratique. En navigation, c'est quand même pratique. Pour le mal de mer, comme tu demandais, c'est quand même mieux aussi. Et puis la vie sur le bateau est quand même beaucoup plus... bon, après, moi, c'est parce que je fais pas du bateau, et je pense que pour quelqu'un qui fait pas de bateau à la base, un catamaran, c'est beaucoup plus attrayant, quoi. T'es sur l'eau et t'es pas sous l'eau, quoi, dans la pièce de vie. Ah oui, non, mais moi, j'ai eu l'occasion d'en faire, et... c'est très très cool quand même. C'est très très cool. Donc ça a été un peu l'élément déclencheur, quoi, qu'on puisse accéder à un leasing qui nous permet d'apporter de l'argent, mais pas trop, et voilà, et de faire le reste en loyer, quoi. Donc on a trouvé la solution qui était bonne pour nous. Donc ouais, en fait c'est un peu comme tu disais, c'est un peu quand tu compares ça à acheter une voiture, et puis finalement après pour vous dans le budget c'est comme le loyer d'une maison. C'est ça. D'accord. Okay. Et pour le coup vous c'est quoi? C'est vous abandonnez tout? Là aujourd'hui, sur la Côte Basque, vous êtes propriétaire, locataire? Oui, on est propriétaire. Non, on n'abandonne pas la maison, on garde la maison. Ouais. Oui. On la met en location. Vous la mettez en location, c'est ce que j'avais demandé. Ouais. On la louera de manière saisonnière, ouais. Ah, c'est bien. L'été. Ouais, ça permet d'amortir quand même les coûts. C'est ça, c'est-à-dire que c'est ce qui nous permet de la garder. Oui, ouais. Sinon, ce serait compliqué. C'est ça, c'est que... Et alors, comment ça se passe après, au niveau des enfants? Parce que 4 enfants, mon Dieu. 4 enfants là-dessus, eux, ils en ont pensé quoi? Moi, je pense que les enfants, ils sont... À partir du moment où les parents, ils sont contents, les enfants sont contents. Donc nous, on était excités par le projet. Donc les enfants, ils ont suivi notre excitation. Je pense que ça va pas plus loin que ça, mais on a surpris notre deuxième. On a été au ski là il y a un mois et donc elle a fait des cours de ski avec des enfants et un prof et elle en a beaucoup parlé et elle avait l'air très fière de faire ce projet. Donc La deuxième qui a quel âge? Elle a 8 ans. Elle a 8 ans, ok. Voilà. Elle est rentrée, elle a dit j'ai parlé du projet, puis il parle du compte Instagram et tout, donc j'ai l'impression qu'il nous en parle pas trop, peut-être que nous on en parle beaucoup, mais ils sont contents, ils ont l'air... Ouais, c'est difficile à dire en fait, parce que pour les enfants, tout leur semble normal, quoi. Enfin, demain tu les mets dans une fusée, c'est normal, là du fond du bateau, c'est normal. Donc moi je leur dis souvent que c'est pas normal en fait,
et que j'essaie de leur faire bien comprendre que c'est quand même assez extraordinaire ce qu'on fait, donc il faut le savoir. Ils vont rencontrer des enfants qui font la même chose que nous, donc tout va devenir normal en fait. On va vivre dans un monde où les enfants sont en bateau, les parents aussi. Et donc nous on a été toute l'année en formation à préparer le projet, donc c'est vrai que ça a été assez intense. Et pour les enfants, la vie continue. Enfin, ces scènes-là, ça serait une autre, ça serait pareil. Et vous avez fait ça en même temps que vos activités professionnelles ? C'est assez déconcertant. Non, du coup, quand on est rentré du Cameroun, j'ai cessé de travailler. Ok. Ouais. Non, là, c'est... Moi, j'ai fait une formation pour me reconvertir toi, oui. en doula que j'avais déjà commencé au Cameroun et que j'ai terminé là au mois de mai. Donc voilà. Donc toi, tu es doula ? Voilà, oui. Et tu as continué ton activité pendant la... Oui. À distance, donc avec distance. des coupes depuis le bateau. Je suis en train de faire des mouvements avec ma main pour montrer à distance. la houle. Et après, j'aimerais créer une association et faire des ateliers dans les différentes escales sur le féminin, le cycle féminin, la contraception naturelle, des sensibilisations sur ces sujets-là. Voilà. Et toi, Christophe, tu faisais quoi pour le coup ? Moi, je travaillais dans le forage, dans le pétrole et dans le gaz au Cameroun, au Gabon. D'accord. Et donc là, pour le coup, toi, je faisais de l'ingénierie depuis. Toi, t'es en cessation complète d'activité, quoi. Alors oui. Donc moi, j'ai proposé de continuer à faire ça en remote, même ponctuellement sur des études en fait. Ouais. Voilà. Pour l'instant, c'est pas trop dans l'air du temps. Ça se ferait bien, mais je pense que dans cette industrie, on aime bien avoir les gens en physique, on aime bien, ce qui peut être compréhensible aussi. Donc voilà, bon, pour l'instant on n'est pas pressé, on va partir, on va se laisser le temps, puis on va voir ce que ça donne, quoi. Et pour le coup, vos enfants vont à l'école ? Alors depuis 1 an, ils y vont plus. D'accord. Depuis qu'on est parti du Cameroun. Et on fait l'école à la maison. Parce que comme ça, on s'est dit qu'on faisait la formation et que de faire l'école à la maison et de pouvoir s'entraîner là-dessus, c'était pas si mal que de tout faire d'un coup, le bateau plus l'école. Et c'était plutôt une bonne idée parce ça a mis un peu de temps à démarrer. Moi, ça m'a un peu stressé sur le début. Mais par contre, ça a été très vite. Et maintenant, ça est super rodé. Et ça nous fait ça en moins à penser pour la mise en place du bateau, quoi, pour les débuts sur le bateau. Ouais, effectivement, on a démarré malgré nous parce que comme on est rentré avant la fin de l'année scolaire, on avait les cahiers donc, de l'école française du Cameroun et on a fini l'année. Et heureusement qu'on a commencé à faire ça en septembre parce que c'est vrai qu'il fallait que tout le monde trouve son rythme et que les premiers 15 jours, 3 semaines, c'était pas évident parce qu'en fait les enfants, ils comprennent. Enfin, il faut qu'ils se réadaptent à un rythme qui n'était pas du tout le même à l'école évidemment et qui bossent pour un rythme tout court, je vais te dire non. Un rythme tout court peut-être, ouais. Et donc il a fallu peut-être un petit mois pour se mettre dedans et puis là maintenant ça roule super, quoi. Ils sont hyper autonomes. Elles demandent la veille ce qu'on pense qu'elles vont faire le lendemain, enfin maths, français, pour faire très simple. Et puisque c'est moi qui fais plutôt le suivi des maths et puis André plutôt le suivi du français. Et bien souvent, Romy, donc la seconde, elle prépare déjà les cahiers sur la table et quand elle se lève, elle commence. Elle les lève tôt. Pendant que les autres dorment ou préparent le petit déjeuner, quoi. Et du coup, elle commence à bosser parce que comme ça, elle fait la leçon dans le sens qu'elle veut, les problèmes d'abord, les opérations après, enfin, elle fait comme elle veut. Et puis comme ça, elle a l'impression d'avoir avancé sur son sujet et en fait, elle est contente, quoi. Alors que c'était une petite qui n'ouvrait même pas son cahier à l'école et la maîtresse me convoquait pour me dire que c'était problématique parce qu'ils avaient fini l'exercice, qu'elle n'avait toujours pas ouvert son cahier et quand elle ouvrait son cahier, mais il y avait des dessins et il n'y avait pas l'exercice. Mais c'est tellement... Elle dessine bien après. Mais c'est tant mieux. Elle pourra faire des beaux croquis de carnet de voyage. Ouais. Mais ça, ce que tu décris là par rapport à l'instruction en famille, quand moi j'échange avec les familles en association et dans toute la France, c'est un cas d'école en fait. C'est tellement ça, c'est l'enfant où on n'arrêtait pas de dire que il faut rien, il écoute pas ou il fait pas ce qu'il faut. À partir du moment où on lui fout la paix en fait, à partir du moment où l'enfant choisit de faire, bizarrement. Voilà, c'est ça. Et donc, si je comprends bien, vous avez une approche un petit peu formelle sur maths français, ce qui est pourquoi pour avoir un socle au cas où il y a une reprise de l'école ou d'autres études.
Ouais, c'est ça. En fait, initialement, moi, j'aimais bien le concept de l'unschooling, mais ça me faisait quand même un peu peur de les couper complètement du système. Christophe, il avait plus envie d'être un peu plus scolaire. Mais moi, j'avais pas envie de les asseoir 7 heures par jour à une table pour travailler. Je voyais pas trop l'intérêt. Donc, on a coupé la poire en deux. On a dit, on va faire le maths et les français, le socle commun, pour qu'ils gardent des bases. Et tout ce qui est histoire géo, anglais, sciences... on a des supports et elles font suivant l'envie. On a pas mal de livres aussi, on a acheté. Et on a des livres, voilà. Et puis. Ouais, je comprends. J'ai beaucoup de livres aussi. Et elles lisent beaucoup parce qu'elles ont vraiment beaucoup de temps et en un an, elles ont avalé un nombre de livres assez impressionnant. Bah, c'est pareil, hein, c'est toujours pareil. C'est quand on a le temps, quand c'est le choix, quand c'est l'enthousiasme. Il y a le temps parce qu'au niveau rythme, normalement l'école c'est que le matin. Et c'est tous les jours. Enfin, le deal avec elle, c'est ça, c'est qu'on fait école le matin, tous les jours. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de choses distinctes comme ça. Par contre, voilà, forcément, si un jour où il fait beau et qu'on a décidé qu'aujourd'hui, on allait faire une randonnée, il n'y a pas école, quoi. Enfin, c'est pas grave, quoi. Donc, ce rythme du matin, c'est quand même bien parce que elles démarrent toutes seules. Elles savent ce qu'elles ont à faire. Et donc après l'après-midi, après manger, nous on aime bien faire un temps calme. C'est à l'africaine, on faisait la sieste parce qu'on se lève tôt en Afrique. Et donc c'est vrai que moi je faisais la sieste tous les jours. Et donc tout le monde est sur le canapé et on fait la sieste, on lit. Mais c'est un temps calme, il y a tout le monde. Et c'est assez agréable. Et puis du coup elles lisent beaucoup en fait. Elles ont une heure de lecture. Faire pareil. Voilà. Et donc après l'après-midi, on essaie de les mettre un peu dehors. Enfin bon, après on a fait beaucoup d'activités pendant tout l'hiver. Hein. On a fait des choses, mais. Et est-ce que pour le coup, la préparation du voyage en bateau à venir, ça a permis d'intégrer des choses dans cette approche d'instruction en famille qui est à votre sauce, quoi, un peu unschooling, un peu homeschooling. Est-ce que ça a permis d'intégrer des choses, peut-être faire travailler sur le trajet, pour la géographie, pour tout qu'est-ce à que fait, ça apporte? Alors moi j'ai pris contact avec une association qui s'appelle Riem à Nantes. Non, ils sont en Bretagne, je sais plus où ils sont. En fait, on va faire des relevés scientifiques pour cette association via une application. Et ces données sont utilisées par l'Ifremer après ou par le CNRS. Donc je n'ai pas encore le sujet. C'est ou l'observation des animaux ou l'observation de déchets. Enfin, on va voir. Et on a aussi contacté Robin Desmers, qui est une autre association, pour pareil tenir un carnet de bord. Et donc là, c'est sur les déchets. Les déchets en mer et comment on les trie à terre. Okay. Donc l'idée, c'est que ce soit pas nous, c'est pas à nous de nous en occuper, mais c'est les enfants. Donc on va voir comment on va intégrer les enfants dans ce projet scientifique. Enfin, c'est pour leur donner un petit côté fil rouge scientifique. Après, ils sont déjà hyper au point sur les traitements des déchets et tout ça. Donc c'est bon. Mais c'est bien, mais ça peut leur montrer aussi peut-être certaines conséquences aussi de notre mode de consommation en société. Peut-être qu'on reviendra dessus dans le bonus plus tard, mais je trouve ça très intéressant et surtout ça les implique dans le projet. Alors pour le coup, votre trajet, c'est quoi? C'est prévu pour combien de temps et quel trajet? Alors... Sachant que ça se passera pas comme c'est prévu. C'est ça. Donc c'est ça. L'idée c'est d'avoir un plan mais qui puisse bouger parce que souvent c'est d'avoir un plan finalement il faut être prêt à que ce soit modifié. Mais l'idée de base du début c'était de partir en juin, de tester le bateau en Bretagne, voire peut-être en Angleterre, et de descendre tranquillement pendant l'été jusqu'au sud de l'Espagne, Canaries et Portugal, n'importe quoi, Canaries et Cap-Vert, jusqu'à en fin d'année, quoi. Novembre, décembre, et traverser l'Atlantique en décembre. Et là, on passerait un an aux Antilles, et la durée du voyage, on part sur 3 ans minimum, normalement c'est 3 ans autour du monde,
Mais on s'interdit pas de, je sais pas, choisir de divorcer ou... on Ok, sait pas ce qui peut arriver. Non, mais dans tous les cas, normalement... Grosse ambiance. Là. Grosse ambiance. Grosse Non, mais pression. à partir du moment où on se dit ça, je trouve que c'est quand même vachement plus simple. Donc, normalement, c'est 3 ans. Donc, la Ok. base, c'est 3 ans. Ça sera peut-être moins si ça se Pour un passe pas tour bien. du monde, en voilier, c'est 3 ans. C'est court, mais c'est à peu près le timing. Ouais. Ouais. Voilà, c'est Un le an timing, pour faire quoi. le tour de l'Atlantique et 3 ans pour faire un tour du monde. Ou faire un 5e enfant. Ou faire un 5e enfant. Ouais, j'aimerais trop. Ah ouais. Comme ça sur un bateau. J'adore les enfants et les bébés. Non, mais il n'y a pas de souci, mais enfin, moi, j'ai rien du tout contre le nombre d'enfants, mais non, mais en fait, c'est surtout le fait que ça arrive sur un bateau, tu vois, sur un ouais, après, tu vas me dire, t'es tout là, donc Ouais. il y a quand même... Non, alors, écoute, moi, de toute façon, avant le projet, quand il m'a dit qu'on partait en famille, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est impossible. Et là, il m'a dit, mais il y a plein de familles. Et là, il m'a montré qu'il y avait des familles. Et moi, depuis, je suis des familles et je vois qu'il y a des mamans Ah ouais. des gens qui partent en couple et qui partent 3 ans et qui finalement se trouvent bien et qui ont des enfants sur le bateau. Et en fait, d'avoir un bébé, c'est pas du tout si compliqué. Au contraire, au moins, il est habitué dès la naissance. Et Ah, puis c'est assez facile sur le bateau le bébé parce que oui. ça bouge pas trop. Enfin, tant que ça reste petit, ça va. C'est plutôt. Oui, ouais, tout à fait. on se met des limites, mais en fait, tout est possible, quoi. Oui, bien Et sûr, de et tout. puis avec un portage, en fait, tu t'en fous aussi. Enfin, Puis les bercer. Tu peux- Et puis, c'est ça. Il est bercé dans le hamac ou ouais. donc, non, c'est... Et j'ai rencontré une jeune Ça fille serait en chouette, formation. J'ai rencontré une jeune fille en formation dans une des formations qu'on a faites et elle est née sur un bateau, enfin elle est pas née mais elle est arrivée sur son bateau, elle avait 3 mois et elle a passé de 3 mois à 11 ans sur un bateau avec son petit frère qui arrivait juste après, mais pareil, juste après la naissance, ils étaient sur le bateau les deux quoi. C'est dingue, ça. Donc c'est possible. Et c'était Ok. dans les années 80. Donc. Je sens qu'il y a un truc qui va se passer, Christophe. Je pense que dans sa tête, il y a quelque chose qui se dessine. On verra. Son sourire en dit long, quand même. Vous le voyez pas, mais je suis sûr que son sourire en dit long. C'est pas tous les jours comme ça quand il y a la logistique de la maison à Ouais, gérer avec Oui, les mais 4. bien sûr. Parfois je pleure aussi. Bien sûr. Mais non, mais après moi j'aime bien les bébés aussi. Enfin, moi j'avais dit 4 à 6 donc tu vois. Ça, tiens, c'est un sujet. Tu parles de la logistique, tu expliques que tu pleures aussi, comme tous les parents. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais ça aussi, c'est comment est-ce que vous voyez justement les interactions familiales sur le bateau, parce que c'est quand même un vrai sujet, parce que quand on est à la maison, vous en plus vous êtes pas loin de la côte basque, donc bon, il y a quand même de quoi se promener, il y a de quoi prendre l'air si on est énervé, parce que sur un bateau, si on prend l'air trop loin, on finit vite tout seul au milieu de l'océan. Comment est-ce que vous anticipez ça un petit peu? Si vous l'anticipez. Je pense que déjà le Covid nous a aidés. Parce que Ouais. quelque part, on est quand même resté enfermé pendant 3 mois. C'était combien de temps? Je sais plus. Je suis perdue. Il y a eu tellement de On confinement. est resté 3 mois la première fois dans la maison, mais on sortait. Mais Oui, mais en on fait, sortait nous, un ça peu. nous a jamais vraiment dérangé. Là, on a passé toute l'année ensemble, donc du coup, pour préparer le projet, avec les enfants presque tout le temps, à part quelques fois chez les grands-parents quand on était en formation. Ça se passe bien. Et on est tous dans la même pièce en général, dans la cuisine. Il y a éventuellement pour le petit, voilà, c'est peut-être le seul point. Lui, il a quand même Ouais, plus besoin il a de un bouger. bip de recul permanent. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Non, il a pas de garçon. Il fait le camion, Il fait le camion chantier qui recule. Donc ça fait un bip tout le temps et c'est assez désagréable. Ok. Ouais, Voilà. donc en général, quand c'est comme ça, on lui dit d'aller dehors faire son Et ça, bébé. c'est réservé qu'aux garçons? Bah, apparemment, chez Bah, nous, c'est lui, ça. Quand on a ah 3 oui. filles et un garçon, il y a que le garçon qui fait ça. Donc, D'accord. On a Et montré à aucun et lui et on il a a montré à il a aucun. trouvé tout seul. Il a trouvé tout seul Ok. et pourtant il y a pratiquement, enfin il y a très peu de jouets de garçons chez nous. On s'est dit bon voilà, on va pas réinvestir dans des jouets pour les garçons. Voilà, ils ont des jouets, ils jouent tous avec les mêmes et c'est bon ce qu'il y a à la maison. Et on n'avait jamais de voiture, jamais de camion. Il arrivait à faire des voitures et des camions avec d'autres trucs qui sont pas du tout des voitures et faire ce bip bip de recul tout le temps. Et donc là c'est vrai qu'on le met dehors il va faire son bip bip de recul dehors, mais il y va Volontiers, ouais. Ça fait du bruit. Ouais. Ça fait du bruit, donc voilà, Ok. il faut qu'il arrête quoi. Mais bon, il fait ses nuits, donc déjà on peut pas tout avoir en même temps. C'est déjà un beau cadeau. Mais oui, non, c'est vrai qu'on enfin, je dirais, on est bien ensemble en fait. Hein. On est 6, même dans un petit milieu. Voilà. Après, bon, je pense que si y en a un qui est pas content, qu'il y a une engueulade, enfin, je veux dire, le bateau est assez grand. Il y a quelqu'un on peut sortir, aller dehors, prendre l'air. Et on a un petit bateau derrière. Une Oui, petite, on peut pas s'échapper, mais On a une annexe, on peut aller faire un tour en annexe en prenant les rames et en ramant, ça peut défouler aussi. c'est ça. Bon, voilà.
Non, mais Moi, je le ferais pas parce que j'aurais peur. Mais... Non, mais j'ai pas de souvenir que cette année, quelqu'un ait vraiment eu besoin de sortir pour, tu vois. Enfin, avec les enfants, parfois ça arrive, mais ils prennent un bouquin, ils vont se mettre sur un canapé, puis voilà, on n'est pas d'accord. Enfin, je sais pas, j'ai pas de sujet en tête, mais non, je pense que ça devrait aller, quoi. Et comment on réagit vous parliez tout à l'heure les enfants sont avec vous, mais des fois ils peuvent être chez les grands-parents. Comment ils ont réagi, les grands-parents, à cette idée de projet Vas-y, Audrey. Je sais pas si on a si on a eu tous les échos, en fait. Vas-y. Je pense qu'on sait pas vraiment. On n'a pas eu trop de retours. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop de retours, qu'on en a eu progressivement. Oui, il n'y a pas eu une relation, enfin il n'y a pas eu une réaction, je veux dire positive ou négative dans l'extrême. Franche, ou genre oui, c'est génial ou quelque chose comme ça. À côté de ça, ma mère, quand je lui annonce ça, presque elle trouve ça normal aussi. Enfin, elle se dit oui, il déroule sa vie. Enfin, je pense que les gens qui me connaissent ou quoi, ils se disent oui. Enfin, ok, finalement oui, pourquoi pas en fait. Okay. Donc non, il n'y a pas eu peut-être plus de surprise chez toi, mais après c'est pas. Ouais. Moi, je pense qu'ils pensent que je me fais embarquer par un fou. D'accord. Mais bon, ça fait quelques années qu'ils doivent penser ça. Et en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que je pense qu'ils s'inquiètent, mais depuis pas longtemps, en fait, finalement. Je pense qu'ils s'inquiètent, mais depuis pas longtemps, ouais. Ouais, parce qu'ils sont dans l'inconnu aussi. J'ai eu des petites briques qui me disent que ils s'inquiètent quand même pour nous, mais alors que sur le moment, pas du tout, quoi. Alors, je sais pas s'ils s'inquiètent depuis le début et j'en prends conscience que maintenant, ou si... Bon, bref. Non, mais je pense qu'ils s'inquiétaient pas au début. Enfin, je pense qu'on s'approche du truc, donc peut-être qu'ils visualisent un peu plus le fait qu'on... Voilà, quoi. Ça, pour les gens qui sont à terre, enfin, parfois, ça peut paraître un peu bizarre. Moi, dit comme ça, si tu veux... moi, je trouve ça génial, mais c'est vrai que si demain, tu vois, enfin, je sais pas, je me mets à la place quoi que non, je trouve ça génial sûrement, mais parce que moi je suis un peu barré aussi, mais c'est vrai que je peux comprendre ceux qu'on se dise sur un bateau il peut se passer plein de choses qu'on ne connaît pas. Moi là, quand je représente le truc, je m'imagine que vous êtes tout seul en plein milieu de l'océan Atlantique, que c'est la tempête, qu'il y a les enfants qui pleurent, que c'est le bordel, et puis que... Ouais, en fait on s'imagine de suite le pire, c'est ça. parce qu'on connaît pas d'abord, hein, comme tous les trucs qu'on connaît pas. Et on s'imagine effectivement le bateau seul dans la tempête avec une famille dedans. On se dit mais qu'est-ce qu'ils font, ils sont complètement fous. Alors évidemment ça c'est ce qu'il faut, enfin ça faut pas que ça arrive, mais d'où les formations et puis d'où une prise en main du bateau. Donc côté pratique ça va venir doucement. On se lance pas dans une traversée de l'Atlantique demain en solitaire, enfin comme ça, voilà. Et puis on va se faire aider, on va prendre des coéquipiers aussi à bord, donc des gens qui ont plus ou moins d'expérience, ça dépend des profils, parce que dans les longues traversées, enfin à partir de 5 jours, 6 jours, c'est bien d'avoir du monde. Il faut veiller quand même par quart la nuit, donc on veille chacun 2 heures ou 1h30. Donc si on n'est que 2 avec 4 enfants, c'est très difficile. Je te remercie d'aborder ce point là, parce que c'est quand même un gros point. Ouais, donc non, voilà, c'est pas comme des petites surtout étapes quand elle sera enceinte. Hein. Oui, surtout quand elle sera enceinte des jumeaux. Très bon. Et donc voilà, donc c'est vrai que quand on aborde le sujet, on sent que la question se met des coéquipiers, c'est des skippers. Et en fait, non, enfin pas forcément. Voilà, après c'est pas exclu qu'on se sente pas à l'aise et qu'on se dise tiens pour faire telle étape on prenne un skipper, enfin il y a rien qui exclut. Maintenant l'objectif du voyage c'est qu'on a le temps, et donc quand on part pour une navigation on part parce que la météo elle est bonne, donc s'il y a une tempête en fait on est au port, quoi. Et puis quand la météo elle est bonne, et ben s'il faut attendre une semaine, 2 semaines, 10 jours, enfin n'importe quoi on attend. Une fois qu'il y a la fenêtre météo qui est ok, ben là on y va. Donc quand la fenêtre météo est ok, ben, normalement il ne doit rien se passer. Enfin en tout cas il y a une visibilité à 3-4 jours. Donc après sur l'Atlantique c'est, Cap-Vert et les Antilles c'est une dizaine de jours, 15 jours. Donc évidemment on voit à 3-4 jours, après on ne voit pas. Donc il faut traverser hors période cyclonique, c'est le danger principal. Voilà, après les alizés sont dans le dos, la houle elle est dans le même sens.
c'est pas forcément compliqué. Enfin, je dis pas qu'il peut rien arriver, mais on est à un moment donné au milieu de l'Atlantique, mais c'est pas plus compliqué que des navigations courtes en Bretagne avec des rochers partout, par une mer plus hachée, avec un vent qui tourne. Enfin voilà. Ouais, le risque est quand même maîtrisé, quoi. Ouais. Oui. Oui. Je te remercie de préciser. Je savais pas qu'on pouvait partir avec des coéquipiers ou des skippers. Alors des skippers, et pour le coup, c'est vous qui les payez? Eh ben non, pour eux, c'est eux qui paient. Alors, un skipper professionnel, bien sûr, c'est nous qui payons un skipper professionnel, si au besoin. Les coéquipiers, c'est un peu le... Blablacar. Ouais, c'est un peu le blablacar du bateau. C'est quand même bien. Donc, ça s'appelle la bourse aux équipiers. Et donc, sur notre site, on a essayé de mettre une sorte de bourse aux équipiers, des petites annonces, en fait. Donc les gens sur notre site en visitant peuvent mettre une annonce. Donc il y a deux types d'annonces en général, c'est ceux qui cherchent un bateau parce qu'ils veulent voyager à la voile, et ceux qui proposent un bateau. Et donc les gens participent à la caisse de bord, on appelle, parce qu'évidemment une fois qu'ils sont sur le bateau, ils sont nourris, logés, blanchis. Mais ils sont pas en vacances, donc ils participent au quart, enfin ils sont là pour participer à la vie du bateau. Donc au quart, ils vont naviguer et à toutes quand il y a des réparations à faire, en fait, les gens sont intéressés par aider. En général, c'est pas le Club Med, quoi. Ils sont là pour apprendre. Et eux, pour une somme qui est assez faible, c'est 15 à 20 euros par jour. Ils naviguent à la voile, voire ils traversent l'Atlantique à la voile. Donc c'est quand même une expérience qui est assez incroyable. Ah, c'est bon à savoir. Ouais. Oui. Si on veut aller aux Antilles et qu'on a le temps, on peut prendre un bateau. Voilà, donc là on est en contact avec plein de monde déjà. Et ça permet de faire des rencontres aussi. Et de faire des rencontres et d'échanger, et ouais, bien sûr. Moi je trouve ça génial. Ouais. Puis pour les enfants, ça peut être aussi Je savais sympa. pas que ça existait non plus. Ah non, mais c'est super intéressant parce que tu vois, moi j'étais en train un petit peu, tu vois, de vous imaginer aussi vous deux tout seuls, tu vois. Ouais. Et je me dis que le fait, voilà, ne serait-ce que pour l'écart, de devoir veiller la nuit et tout. Ouais, c'est... Oui, puis pendant 15 jours, si tu dois... Non, c'est pas possible en fait. Dormir 2 heures, te réveiller 2 heures tous les jours, toutes les nuits, ouais. L'assurance ne prend pas en charge ça. L'assurance demande, malgré tout, d'avoir un adulte de plus. Donc d'être 3 minimum. Par rapport au fait qu'on a les enfants. Oui. Ok. Donc je sens que tu as bien bossé tout le côté sécurité. Non, mais comme toi, j'étais assez surprise sur la bourse aux équipiers. J'ai appris plein de choses, de toute façon, cette année, c'est sûr. Et ça me paraît logique, c'est bien de préciser, voilà, si c'est un motif de famille, que la bourse aux équipiers, c'est quand même hyper intéressant et que ça fait du sens dans la mesure où même l'assurance dit qu'il ne faut pas veut pas nous assurer 2 avec 4 enfants pour traverser l'Atlantique. C'est que c'est quand même moins sécure que quand tu es un peu plus, quoi. Ouais. Ok. Le départ est prévu pour quand? En juin. Ouais. Là, on va avoir le bateau est sorti du chantier, il est en finition. Donc, d'ici le 20 mai, on devrait pouvoir aménager. Et ensuite, on a une bonne grosse semaine de prise en main du bateau. Sur tout, la manière dont fonctionne le bateau, tous les équipements à bord, l'électronique, le désalinisateur, enfin... savoir comment tout fonctionne, les panneaux solaires, puisque tu es complètement autonome, tu as les panneaux solaires pour ton électricité, un désalinisateur pour fabriquer ton eau douce, et puis l'électronique classique, quoi. Et ensuite on envisage de faire une semaine de stage avant de prendre le départ, avec un skipper pro pour faire des exercices de dôme à la mer, par exemple, de montée aux mâts, ou voilà, des choses qu'on fait pas tous les jours. Et ça dure. On va faire ça sur une petite semaine aussi, avec les enfants. Donc les petits, je pense qu'ils vont pas trop... Enfin, eux, ça leur change rien. De toute façon, ils sont avec un harnais, mais c'est important, je pense que ils comprennent quand est-ce qu'ils mettent le harnais, quand est-ce qu'ils le mettent pas. Mais pour les grandes, 10 ans et 8 ans, je pense que ça sera hyper intéressant de voir ce que c'est un homme à la mer, de voir que c'est compliqué quand on jette une bouée, qu'on est sous voile, il faut réagir vite. Enfin voilà, comment on fait pour revenir. Donc voilà. Et donc j'imagine qu'autour du 10 juin, on aura fini tout ça. C'est bon ça. Voilà. Et donc il y a un compte Instagram, c'est ça, pour suivre vos aventures que vous avez créé?
Alors, on a créé un blog et on compte faire participer les enfants aussi, ouais. Donc, un blog avec une page Facebook, un Instagram et normalement... Audrey est très geek, hein. Donc, une page YouTube. Le on, c'est plutôt elle. Non, parce que j'ai fait du marketing avant, donc... Donc, voilà. Et une page YouTube. Et qui s'appelle ? Qui s'appelle Silencer with the Planet. Ok. Très bien, écoutez, j'invite toutes les personnes qui vont écouter ça à suivre. J'ai une dernière question pour le coup qui me vient. Donc, il y aura le Wi-Fi sur le bateau ? Ouais. Alors, il y aura le Wi-Fi, donc tu me dis si je me trompe, mais il y aura le Wi-Fi quand on sera sur le port ou pas loin du port, parce qu'on a un récepteur, un récepteur en haut du mât. On a une antenne qui permet de capter la 4G, 3G, 4G et les Wi-Fi à une dizaine ou quinzaine de kilomètres. Putain. Alors après, il faut voir comment ça marche. En tout cas, pour la 3G, 4G. Ouais. Donc tu peux longer les côtes. Enfin, à partir du moment où tu longes les côtes, pas trop loin, tu arrives à... On devrait avoir un signal. Ah, c'est top ça, dis donc. On a un téléphone satellite sur lequel on peut appeler, envoyer des messages au milieu de l'Atlantique. Ok. Et on a une connexion internet via ce satellite, mais c'est pour recevoir les fichiers météo. Et les emails, on peut pas envoyer. C'est des fichiers, c'est des emails hyper compressés quoi. Ouais, on peut pas travailler avec ça. Ouais. Voilà. Mais c'est quand même déjà super de pouvoir recevoir les fichiers météo au milieu de l'Atlantique. Mais bon, quand on traverse l'Atlantique, l'objectif, ça sera de traverser l'Atlantique, ça sera pas d'être connecté avec les doulas, mais on aura déjà assez de travail. Non, mais tu vois, c'est ce que je me disais, c'est par rapport à l'activité d'Audrey aussi de pouvoir travailler en visio. Ah oui, voilà, il faudra que je cale des rendez-vous en fonction. Mais les navigations, en fait, ça va être quoi, 10% de notre voyage. Ça représente 10% du temps, en fait. Ouais. Le reste, c'est l'exploration. Le reste, je pense sera calé quelque part. On va se poser 2 semaines, 2 semaines au Maroc, 3 semaines, je sais pas trop, mais oui, quand on va se poser quelques temps, quoi. Donc on est proche des côtes, donc on capte, donc normalement, si le système fonctionne bien, ça devrait aller. Ok. Bah écoutez, une tarde de suivre ça. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Merci à toi. Et puis bon voyage. Merci. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.